petite table ronde, c'est cette petite émission plateau qu'on est content de faire sur le salon Bipositive qui se tient à Eurexpo Lyon en ce magnifique mois de mars 2023. Tiens, d'ailleurs, c'était le printemps hier ou avant-hier, je crois. Hein, tu sais pas? Avant-hier, voilà. Et puis on change d'heure samedi, je crois. Tout le monde s'en tape, mais bon, voilà, je trouve que ça peut être une information intéressante. Donc, comme d'habitude, c'est une émission de fin de journée, de fin de soirée, et donc on va se la faire à la cool. On est entre copains, avec moi autour de la table. Il faut que je reprenne mes notes parce que tout le monde a des profils à rallonge. Avec moi autour de la table, j'ai la chance d'avoir Aldo Torian, fidèle au poste, artisan, plombier électricien, responsable d'une belle entreprise dans la région de Tours. Beaucoup d'expérience en plomberie, on ne les compte plus parce que voilà. Donc beaucoup de chauffage, beaucoup de rénovation énergétique, etc. Ça va, Aldo? Super. À ma droite, deuxième artisan, Childéric Richard, société EDR, Grenoble, dans le 38. Forte spécialisation dans le génie climatique, la domotique, et tu fais du bon boulot depuis plus de 15 ans. C'est bien ça, super. On continue le petit tour de table avec Michael de Chalandard, c'est bien ça? Voilà, tu as un petit micro si tu veux. Toi, tu es directeur action régionale et responsable habitat durable Sud-Est chez Saint-Gobain. C'est exactement ça. Sans reprendre mon souffle. Ouais, tu t'en sors bien là, c'est bien parti. Attends, c'est un métier. Donc voilà, les amis de Saint-Gobain. Et à gauche, à l'angle opposé, mesdames et messieurs, sur le ring, Olivier Aubert, sacré palmarès aussi, président de la Fédération de Haute-Savoie, président de la commission environnementale, innovation à la Fédération française du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bien ça? Et je complète entrepreneur de grosses œuvres. Entrepreneur de grosses œuvres. Alors spécialisé dans la commission, président de la commission environnementale. J'espère que tu ne fais pas partie des gars qui sont venus avec des Porsche Cayenne, des BM, des grosses Audi et tout. Hein. À vélo, directement depuis la Haute-Savoie. Et tu fais bien, parce qu'on est quand même sur le salon de la transition énergétique et j'ai pas vu que des bagnoles qui faisaient que du 2 litres au 100 sur le parking. Hein. Bon, les gars, vous êtes tous spécialistes de l'environnement. Enfin, de la rénovation en règle générale. Juste avant de vous donner la parole, je vous rappelle que c'est une petite émission cool, entre collègues. On s'adresse aux copains artisans et puis à tous les gens qui ont besoin d'informations concernant la rénovation aujourd'hui. Donc, on n'est pas là plus que ça pour promouvoir nos entreprises, même si, comme d'habitude, on vous mettra tous les liens en description. Mais on est plutôt là parce que vous êtes des acteurs majeurs, directement concernés. Et donc, vous êtes censés être les personnes les mieux placées pour parler un petit peu de tous les sujets qu'on va aborder ce soir. Et ce soir, le thème de l'émission, c'est « Dans quel ordre faut-il rénover ?» Donc, un sujet assez important, orienté quand même un peu transition énergétique. Hein, on ne va pas trop parler paysagisme, même si on salue nos copains paysagistes. Mais dans quel ordre faut-il rénover? Pourquoi cette question? Parce que on voit encore un petit peu aujourd'hui sur les chantiers, eh bien, des fois on croise des gens qui nous disent « Tiens, il y a passé une entreprise, elle va m'installer pour 60 000 € de granulés, mais j'ai toujours que du simple vitrage. » Donc comment peut-on encore en arriver là? Et je pense que ça peut être intéressant de donner un petit peu des conseils. Dans quel ordre faut-il rénover quand on achète une maison et quand justement on a besoin de faire un peu des travaux? Qui commence? Je vous sens motivés les mecs. Après il y aura l'apéro, vous inquiétez pas. Hein, mais il va falloir quelqu'un qui s'y colle, les artisans. Comment vous sentez un petit peu la chose? Quel conseil vous donneriez, vous, à quelqu'un qui achète une maison et qui a besoin de rénover? La première chose, c'est d'isoler. Regardez ses fenêtres, l'isolation. De toute façon, quand on aura acheté, on aura un bilan énergétique. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça commence pas tout ça un petit peu par des conseils de diagnostic, de bilan, de choses comme ça? Eh ben, il y a pour toutes les ventes, il y a un diagnostic qui est réalisé. Hein, pour toutes les ventes. Donc quand on achète une maison, on doit une maison à rénover, bien sûr. On ne parle pas du tout de villa neuve parce qu'à ce moment-là, cette émission n'a pas lieu d'être. Hein, mais donc quand on achète une maison neuve, cette maison, elle est livrée avec un diagnostic. T'es au courant de ça, Michael? Effectivement. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait que les acteurs travaillent ensemble et on voit les artisans qui le tentent au mieux d'ailleurs, parce que c'est la complexité depuis que on a tout rendu complexe avec la RE 2020. Alors là, on parle de neuf, hein, mais c'est un lien étroit avec la réno qui d'ailleurs, pareil, doit parler maintenant. Enfin, on parle de carbone aussi.
c'est parfois les nœuds du terrain, mais c'est un besoin. Et puis les multiconforts, donc la thermique, l'acoustique, la qualité de l'air. Et chacun doit respecter le travail des autres. Moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand tu me parles de rénovation, par étapes notamment. C'est d'ailleurs, vous allez mieux en parler que moi, c'est comment vous y prenez pour faire votre job et puis ensuite faire que ça se passe bien pour que le suivant puisse intervenir. Donc déjà, on regarde un petit peu, je pense, le diagnostic, comme disait Childéric, c'est bien ça. On lit son diagnostic et sur le diagnostic, c'est marqué que ça va, ça va pas, ça va pas. Et à la fin, il y a une note, A, B, C, D, E, F, G. C'est ça, hein. N'hésite pas à prendre le micro aussi, Olivier. Alors, parce que toi, tu as une entreprise de gros œuvres, donc j'imagine que tu es confronté aussi à ces histoires de rénovation. Bien sûr. Alors sur des rénovations peut-être un petit peu plus grosses, qui vont au-delà de l'énergétique, mais en tout cas des vraies rénovations. Non, je pense que la première question, c'est effectivement comment on interprète ce diagnostic, thermique. Il y a quelqu'un qui a vidé une benne à verre. Ah, c'est bon signe. Désolé. C'est bon Saint-Gobain, ça, non? C'est votre stand, non? Ah ouais. C'est de poser des bonnes questions sur le diagnostic en fait. Effectivement, il y a un diagnostic thermique qui existe, mais je pense qu'il faut arriver à aller au-delà, c'est-à-dire à identifier les points de faiblesse qu'on peut avoir sur le bâti, de manière à pouvoir les traiter en priorité. Et ce que tu disais vrai tout à l'heure, souvent c'est de commencer par une vraie bonne isolation, en tout cas de se poser la question si l'isolation est suffisante ou pas, avant même de changer le système de chauffage. Donc, en gros, ce qu'on pourrait déjà conseiller aux gens, c'est bien évidemment de vérifier, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, le gros œuvre. Est-ce que le gros œuvre est sain? Est-ce que tu n'as pas une fissure qui part de la cave jusqu'à la toiture? Ensuite, on vérifie la toiture tout de suite. Donc, pour ça, on fait venir un bon charpentier qui vous dit « Oh, c'est bon, ça fait déjà 200 ans que c'est là. Ça ne bougera plus. Vous aurez plus mal aux dents, ça y sera encore. » Donc là, ça, c'est réglé. Peut-être les VRD. Tu ne crois pas non plus que quand on prend une rénovation, l'essentiel, c'est quand même d'avoir un bon toit pour quels que soient les travaux qu'on va réaliser dessous. C'est la première chose. Je pense qu'il faut être hors d'eau, hors d'air, comme on dit dans le jargon. Si on a un bâtiment qui est hors d'eau, hors d'air et qui, à partir de là, est sain, on peut entamer dessous tous les travaux qu'on veut, hein. Que ce soit de l'électricité, de la plomberie, du chauffage et que sais-je encore, faire des ouvertures ou quoi que ce soit. Donc, une bonne toiture, on est bien d'accord, ça, on vient d'en parler. Une fois que ça, c'est bon. Est-ce qu'on s'attaque aux menuiseries avant de s'attaquer à l'isolation? Peut-être, oui, histoire d'avoir quelque chose de bien, une bonne base pour partir. C'est vrai qu'il faut justement avoir une certaine logique. Alors ça peut être dans un sens comme dans l'autre, mais dans tous les cas, il faut préparer la suite. Parce que c'est bien beau et on voit sur les 1 million de rénovations espérées par an, on en est à 300 000. Ça, c'est la réalité actuelle. Enfin, moi, je préférais qu'il y en ait que 200 000, mais qu'elles soient bien faites. C'est ce que j'allais te dire. En fait, quand on regarde rénovation globale, il y en a à peine 50 000. Ouais. Et sur celles-ci, lesquelles sont bien faites aussi. Donc c'est parce que c'est des fois compliqué en termes de budget de respecter. Bon. Mais au-delà de ça, justement, c'est comment on s'organise pour prévoir. J'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, il faut l'imaginer. Et ceux qui passent, notamment les artisans, mais pas que, ou les bureaux d'études qui vont parfois sur des plus gros projets intervenir pour préparer le terrain via un diagnostic et via l'ingénierie, c'est dire qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre, pour bien faire. C'est la question qu'on se pose depuis le début de l'émission, Michael. Qu'est-ce qu'on fait dans quelle heure? Donc, on a vu qu'on a vérifié le gros œuvre, il n'est pas déconnant, on a vérifié le toit, c'est très bien. On arrive aux menuiseries. Moi, je pense que la première chose, c'est d'arriver à faire en sorte, comme disait Childéric, d'avoir un hors d'eau, hors d'air correct. Une fois que ça c'est fait, après, on peut, bien sûr, il y a toujours les VRD. Est-ce qu'il y a besoin d'un assainissement? Est-ce qu'il y a besoin de ci? Mais si on reste un petit peu sur la transition énergétique, on arrive donc à ces fenêtres. Est-ce que là, il y a des points à vérifier? On prend quoi? On prend du double, du triple vitrage, on prend parce que là aussi, il y a à boire et à manger. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les débats du double et du triple. Dans tous les cas, les doubles peuvent être déjà largement suffisants pour atteindre une haute performance énergétique. Parce qu'après, c'est toujours pareil, c'est un peu la haute Pareto. Pour optimiser, bien sûr, mais par contre, il y a le coût qui est lié. Hein. Après, il y a les vitrages, notamment, quand on parle de confort d'été notamment, il y a des vitrages à contrôle solaire, par exemple, qui existent. Et ça, c'est invisible. C'est un peu le problème du vitrage, c'est que on le voit, c'est transparent, mais il y a des verres à couches et qui vont faire que ça va être, sans le savoir, plus ou moins performant pour limiter les apports de chaleur. Et donc faire qu'on se sente bien l'été et que ça limite aussi, du coup, après il y a des déperditions. Voilà. C'est un vrai sujet. Hein. Je crois, Aldo, je ne sais pas si tu es au courant, si tu te rappelles de tes cours de génie climatique, je crois que les menuiseries représentent 8% des déperditions. Il me semble, hein. Plus que ça? Ouais, je pense qu'on doit frôler les 15 même. Ah ouais, mais au-delà de ça, et avant de se demander quel vitrage on met, une vraie bonne question, c'est de se dire quelle isolation on crée. Parce qu'en fait, si l'isolation est défaillante, je parle de l'enveloppe, oui. Il va falloir, définir si on refait une isolation intérieure, si on la complète, si on la change, ou est-ce qu'on rajoute une isolation extérieure. Tout ça, il y a des vraies questions, notamment sur les problématiques de points de rosée.
Et une fois qu'on a défini ça, effectivement, on va pouvoir commencer à regarder les menuiseries extérieures parce qu'éventuellement, il va falloir les faire bouger. Elles vont être posées en cadre, en tunnel, etc. Et en fonction de ça, on va pouvoir redéfinir des menuiseries, un modèle de menuiserie, PVC en fonction des budgets, PVC, alu, bois. Et puis ça, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit cohérent. Est-ce que cette définition de l'isolation, pour moi, elle ne peut passer que par une analyse structurelle du bâti aussi? C'est-à-dire qu'on ne va pas isoler de la même façon une maison en briques ou en agglo qu'une maison en pisé, à colombage, avec du torchis de chaux, etc. Par pitié, le premier que je vois faire une isolation extérieure là-dessus, ça va chier. Non mais c'est vrai, c'est une honte. Le bon matériau au bon endroit, tout simplement. On est bien ça, on le dit d'accord. tout le tour, mais voilà, c'est d'adapter avec les caractéristiques techniques des matériaux qui sont toutes différentes. Il n'y a pas de matériaux parfaits, par contre, ils sont adaptés sur l'acoustique, la thermique, la migration de vapeur d'eau, etc. Par contre, sur un gros de mur, on va dire moderne, conventionnel, l'isolation extérieure peut être une bonne idée. Peut être une super bonne idée, Bien je sûr, pense. bien sûr. En termes d'isolation, on est à l'optimum en fait. Alors, il faut le gérer en termes de permis de construire. Voilà, il y a bien d'autres aspects, mais je pense qu'il y a une des questions aussi qu'il faut se poser, c'est un petit peu la taille de son projet. En fonction du projet de rénovation qu'on a, effectivement, il va falloir choisir un ou deux interlocuteurs vraiment spécialisés, un maître d'œuvre, un bureau d'études. Sur des projets plus simples, on va pouvoir s'adresser à un isolant, à un artisan qui va pouvoir être en mesure de traiter l'intégralité du projet. Avec des outils qui existent. On a aujourd'hui développé à la Fédération un outil qui est à disposition de nos artisans, qui est un outil informatique qui leur permet de manière très très simple, enfin avec, on va dire, 2 degrés de lecture. Nous, on est artisans, on se méfie toujours quand les mecs ils nous disent c'est très très simple. C'est très, on a très des simple. outils très très simples, mais il faut 4 jours de formation pour. Il faut un peu de formation, il faut apprendre à cliquer au bon endroit. Mais une fois qu'on sait cliquer au bon endroit, l'outil, et c'est ça qui est intéressant avec les technologies d'aujourd'hui, c'est qu'on sait intégrer du calcul thermique dans des choses extrêmement en background, et puis arriver avec un résultat qui est somme toute très simple, mais qui donne les bonnes valeurs. C'est-à-dire sur les menuiseries, sur l'isolant, sur la nature des parois, sur la nature de la couverture dont on parlait tout à l'heure, en toiture. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut intégrer, et au terme d'une petite analyse, l'artisan est en mesure de parfaitement définir les bonnes solutions, de proposer les devis qui vont derrière. Est-ce que ce ne serait pas finalement le meilleur conseil qu'on peut donner à des gens qui nous écoutent et qui achètent un bien à rénover, déjà avant de toucher quoi que ce soit, peut-être de faire passer un spécialiste qui bien sûr rémunéré, hein, je veux dire, le gars va quand même bosser pour quelque chose, mais je veux dire, je pense que c'est pas une mauvaise dépense que d'investir peut-être dans un spécialiste qui va vous dire, voilà, par rapport à votre maison, à tous les calculs qu'on a fait, pour moi, mon conseil, c'est de commencer par ça, et de mettre ça. Je pense que c'est important d'avoir cette vision globale du bâti. Parce qu'en fait, on va pouvoir définir, les priorités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et en fonction de ce qu'on va mettre en œuvre en termes de coûts, on va aussi définir les outils derrière de chauffage. Enfin, Aldo, il connaît bien le sujet, mais je veux dire, la palette, elle est très large derrière. Donc, il va falloir être précis dans ce qu'on va proposer derrière, et tout ça, ça découle vraiment du premier diagnostic qu'on aura fait, qui devra être global, nécessairement. Donc, diagnostic global obligatoire. On isole. Moi, à mon avis, il faut mettre le pognon dans l'isolation. Hein. Et c'est un chauffagiste qui dit ça, ça me fait mal au cœur. À l'époque, quand je disais ça, les chauffagistes me balançaient des trucs en me disant « tais-toi !» Mais je pense vraiment que la meilleure énergie, encore une fois, c'est celle qu'on ne consomme pas. Quoi. Enfin, ça fait un peu cliché du truc, mais, je veux dire, mettez tout le pognon dans l'isolation. Quoi. C'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est une vieille loi pour les entrepreneurs. Hein. Le premier euro qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas. Donc typiquement, sur la maison, il faut réfléchir pareil. Il faut isoler en un. Effectivement, et ensuite on voit comment on gère derrière. Donc je te rassure, Laurent, une maison pour laquelle il faut changer toute l'isolation périphérique, en général, il faudra changer le chauffage derrière aussi. Hein. Oui, on est bien d'accord. Mais donc on change l'isolation. L'isolation, on va dire des murs. C'est quasiment ce qu'il y a de plus fastoche à faire. On isole par dedans, par dehors, peu importe, il y a toujours une solution. Chaque fois que tu choisis un procédé, tu vas avoir une contrainte au regard. Si tu fais de l'isolation extérieure, pour le passage des réseaux en intérieur, tu n'as pas la même facilité par rapport à doublage intérieur. Donc, moi, je pense que c'est un équilibre à trouver sur un budget global.
Ça, Il faut faire 2 colonnes parce que moi j'ai souvent des gens qui me disent oui, j'ai un chauffage électrique, je voudrais quelque chose de plus performant, des radiateurs plus performants. Moi je suis électricien et ça m'arrive très très régulièrement de leur dire non mais là on va abandonner les radiateurs, je vais vous envoyer un collègue plombier chauffagiste, il va vous faire une installation où il va vous proposer une installation différente de l'électricité. Je perds des clients volontairement. Parce que je préfère les laisser, les orienter sur quelque chose qui va être beaucoup plus qualitatif et dans la durée qui va être plus vertueux que de leur mettre des radiateurs à inertie à 1500 balles le radiateur. Mon comptable m'a appelé il n'y a pas longtemps en me disant j'ai une consommation de dingue. Je dis ouais mais tu n'aurais jamais dû prendre des radiateurs. C'est électrique. Oui, Bah, bien électrique. sûr. Parce qu'un radiateur électrique, de toute façon, il faut bien que les gens comprennent qu'il soit à inertie, à pierre de lave, à verre À tout solaire, ce que tu peu veux. importe. Quand tu le mets en route, si c'est un 1500 watts, il va te tirer 1500 watts. Voilà. Donc ça, la seule différence, c'est que s'il est à pierre de lave volcanique, c'est que quand tu vas l'arrêter, au lieu de refroidir tout de suite, il va rester tiédasse une demi-heure, quoi. Tout ce qui est électrique, les chaudières électriques, les radiateurs électriques, les chauffe-eau, vous le mettez en route, il y a marqué 1800 watts, il mangera 1800 watts. Il n'y a pas de secret. On est fait pas- d'accord. on fait des économies avec l'électricité quand on ne l'utilise pas. C'est comme ce que tu disais à l'instant. Voilà. Ok. Donc on isole par l'intérieur, par l'extérieur, peu importe, on isole bien. On réfléchit justement où passer ces réseaux, parce que ça c'est un peu l'électricien qui passe, qui parle, parce que si on isole tout par l'extérieur, bah après vous êtes obligé de rainurer dans tous les sens, quoi. Exactement, ça fait un surcoût sur le budget, donc on perd de l'argent disponible pour valoriser soit le chauffage, soit les menuiseries avec de l'aluminium ou des doublages intérieurs un peu plus esthétiques. Il faut regarder. Puis dans un budget, il y a le matériau, l'objectif qu'on se donne et le design qu'on veut. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent renier un budget. On est Et d'accord. il faut rester certainement raisonnable sur pas mal de faits. On est d'accord. Donc on a isolé ça. Les combles, c'est pareil. Enfin, les combles ou le plafond, pour moi, techniquement, c'est pas trop difficile d'isoler ça. Le plus gros souci, souvent, c'est le plancher bas. Parce que le plancher bas, bah, soit là, il y a 2 solutions. Soit c'est un plancher sur sous-sol ou quoi que ce soit, on peut arriver à bricoler quelque chose. Soit sinon, je pense par exemple à moi, mon cas, j'ai acheté ma maison qui avait plus de 100 ans. Ben, j'ai rentré une mini pelle dans la maison, j'ai tout défoncé, j'ai tout redescendu de 40 cm. Bah oui, parce que enfin, je veux dire, c'était une dalle, c'était de la terre. Donc si tu veux, les anciens, tu sais, ils te mettaient des tomates par-dessus, une petite truc de chape, tu peux pas laisser ça comme ça. Donc il a fallu tout redéfoncer, tout remettre de la TMS ou autre chose, et redaller par-dessus, quoi. Ça aussi, ça peut vite être un gros poste. C'est pas un sujet unique, j'ai fait exactement la même chose chez moi. Alors ça permet aussi de repasser des réseaux, parce que souvent sur les vieilles maisons, des gros problèmes de réseau d'évacuation. Mais directement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il faut penser la chose de manière globale, c'est-à-dire faire les bons choix, se dire voilà ce qu'on a comme budget, dans ce budget-là, voilà les solutions dont on dispose et comment on va agencer le truc. Peut-être en profiter aussi pour modifier des ouvertures. Dans le temps, ils se souciaient peut-être moins que maintenant du nord, sud, l'exposition, etc. Je ne sais pas ce que vous constatez sur les chantiers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus une politique d'apport de lumière ou d'apport de chaleur en fonction des expositions, quoi. Sur les vieux bâtiments, et certainement ce que tu avais sur ta maison, Laurent, on avait par définition des petites ouvertures, parce qu'en fait, c'était la source de déperdition première. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait petit. Là où ça perd beaucoup, on fait le plus petit possible. C'est pour ça qu'on apprenait à mettre les radiateurs sous les fenêtres. Exactement. Parce que tu avais une fenêtre, tu passais devant, tu disais ouh. Tu sais, la mamie, il faisait 28 dans la cuisine, mais si elle, en mettant la main sur son radiateur, elle sentait pas la chaleur, elle avait froid, elle disait oh ça caille, hein. Mais non, mais il fait 28. Et sur les vieilles maisons d'antan, sur les grosses bâtisses qui ont plus d'un siècle, tu retrouves, quand elles sont dans leur jus, tu retrouves d'épais rideaux. Tu sais, dedans, tu as des doubles rideaux avec des rideaux qui doivent faire 5 mm d'épais. En fait, c'est voilà, la première façon aussi, c'était de couper le froid comme ça. On en arrive ici, on a fait notre isolation. Quel conseil, Aldo, là je me tourne vers toi, qui est le spécialiste incontesté de tout genre de choses, quel conseil on donne d'un point de vue chauffage? Parce que souvent ce qu'on entend, c'est « Ah, moi je veux une pompe à chaleur ou je veux du granulé, mon voisin a ça, c'est fabuleux ». Oui, mais enfin, vous n'avez pas la même maison, vous n'avez pas la même façon de vivre. Donc, Nous, la première chose qu'on va faire quand on arrive chez un client, on va faire une étude du bâti. On va prendre les épaisseurs d'isolation, les épaisseurs de murs, l'isolation qu'il y a en toiture. On va faire un bilan énergétique complet. À partir de là, on va pouvoir définir un peu le produit. On ne va pas vous mettre une pompe à chaleur de 16 kg parce qu'on l'a en stock. Donc, s'il y a besoin de 8 kg, on mettra 8 kg.
Ça prendra un petit peu de temps pour que ça arrive, mais ça arrivera. Petit message pour les grossistes et fournisseurs. Voilà. Amical, bien sûr. Donc, et à partir de là, on étudie le projet et après on fait une installation dans les règles de l'art et tout se passe bien, quoi. Mais aujourd'hui, je veux dire, la tendance, il y a toujours eu des tendances, hein. Il y a 30-40 ans, c'était les radiateurs électriques, 1980. Après, on est revenu heureusement au chauffage central. Et aujourd'hui, des fois, on a des gens qui nous appellent, qui disent « Oh là, le chauffage central, je veux plus y voir, moi je me remets un poêle à bois ». On leur dit « Arrêtez tout, vous allez perdre tout le confort. C'est bien, c'est joli, un poêle à bois en intersaison, je parle d'un foyer, une cheminée dans la pièce principale. C'est fabuleux en mi-saison, tu sais, tu t'invites du monde. C'est bien à point. Tu invites du monde, tu fais une raclette, oh c'est joli, la flamme, tu vois, c'est impeccable. Mais à part avoir 35 degrés dans la pièce principale et 15 dans les pièces du fond, ça remplacera jamais un chauffage central. Donc il ne faut pas trop revenir en arrière. Le chauffage central, pour moi, est quand même l'idéal. Par contre, il ne faut pas confondre émetteur de chaleur et producteur. Mais même nous, quand on met une pompe à chaleur, on va regarder aussi les émetteurs. On va voir si l'émetteur est bien adéquat par rapport à la pompe à chaleur. Oui. Si j'ai un émetteur qui n'a pas de flotte, ça n'a pas bien marché, quoi. Oui, ce que tu dis par flotte, c'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir un maximum d'eau dans ces radiateurs pour pouvoir fonctionner en basse température. Pour avoir un maximum d'échange. Voilà, le super conseil, encore une fois, je ramène ça à ma rénovation. Moi, j'ai pas pu mettre de plancher chauffant chez moi pour plein de raisons techniques. Même si je pense que c'est encore aujourd'hui une des meilleures solutions qui existent d'un point de vue confort. Donc il a fallu que je mette des radiateurs. Mais j'ai mis des radiateurs, j'ai fait mes calculs. G fois V fois delta T, je m'en rappelle. J'ai fait mes calculs de puissance de pièce. Et quand je trouvais 1000 watts, j'ai installé des radiateurs 3000. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou, pourquoi t'installes des radiateurs 3000 ? J'ai dit déjà, entre un 1000 watts et un 3000, sur le prix du radiateur, il y a 100 balles d'écart. On va pas se mentir, 150 balles. Mais surtout, quand j'installe un radiateur 3000 watts au lieu d'installer un radiateur de 1000, je peux balancer de l'eau dedans à 40 degrés au lieu d'en balancer à 70. Et donc, j'ai déjà fait 30% d'économie d'énergie. Ça, c'est des petites astuces uniquement sur les émetteurs, peu importe ce que j'ai derrière. C'est-à-dire que derrière, si j'ai du gaz, du mazout, on en voit de moins en moins, mais du gaz, du mazout, de la pompe à chaleur ou quoi que ce soit, c'est déjà 30% d'économie. Ce qui se fait pas mal maintenant, c'est des planchers chauffants en plafond. Oui, les plafonds chauffants. Exactement. Et réfrigérant. Plafonds chauffants, réfrigérants, murs chauffants, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Toi, après, peut-être, tu viens y mettre un peu de domotique, parce que la pompe à chaleur, toi, t'en poses pas mal aussi, tout ce qui est pompe à chaleur. Enfin, je fais t'en pas mets la en pause, service. mais je mets en service pour une marque rouge et blanche. Ouais. Je mets des pompes à chaleur. Orange et blanche. Orange et blanche, pardon. Et on a des pompes à chaleur qui sont moyenne température et haute température. On a de nouveaux produits maintenant qui arrivent sur le marché qui peuvent faire du chauffage avec des températures à 70 degrés. Oui. On commence à avoir des produits quasi identiques à ce qu'on aurait sur du gaz ou du fioul, avec une consommation qui est vraiment... Il y a des COP qui sont à plus de 4. Donc 1000 watts consommés, 4000 watts restitués. On a quelque chose de super économique et qui a le même rendu que les anciennes chaudières qu'on avait fioul ou gaz. Ouais. Donc ta mamie qui avait la main qui se brûlait les doigts, elle pourra faire la même chose. Moi j'ai envie de me faire quand même un peu l'avocat du diable. Vous m'en voulez pas, hein, vous me direz si je dis trop de la merde, mais j'ai envie de me faire l'avocat du diable. J'essaye toujours de réfléchir quand je fais une installation, quand j'en conçois une ou quand je réfléchis, quand je vais en voir une, au fonctionnement logique. C'est-à-dire qu'il y a la mode, il y a la technique, il y a tout ce qui arrive aujourd'hui. Et après, il y a le bon sens paysan, tu sais, comme disaient les anciens. Si j'isole ma maison à mort, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre, chez nos amis, pour prendre une image, au lieu de mettre de la GR100, je mets de la GR160, j'isole à mort. J'accepte de perdre un petit peu plus de mètres carrés, j'isole tout à fond ma caisse. Mes menuiseries sont impeccables, tout est impeccable. Ma consommation, du coup, elle est ridicule. Je suis en basse température. Je consomme quasiment rien. Est-ce que j'ai pas intérêt ? Je vais me faire cracher dessus dans 5 secondes. Est-ce que j'ai pas intérêt à mettre une toute petite chaudière électrique couplée à du solaire thermique ? Mon eau dans mon installation est systématiquement, tout le temps, peu importe l'année quasiment, à 17-18 degrés. J'ai un départ à 40. Avec mon solaire qui est sur le toit et 1400 litres de tampons,
ma chaudière électrique, qui m'a coûté, désolé pour tout le monde, hein, mais qui m'a coûté 800 balles. Il n'y a pas de conduite fumée, il n'y a pas de ramonage, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de carte électronique de pompe à chaleur à 1500 balles qui va cramer au premier coup de tonnerre. Il n'y a pas de fluide, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Ma chaudière électrique va tourner. Je pense que quelqu'un doit déjà être en train de me crever les pneus, mais je veux dire, va tourner pour 10 degrés, avec 0 emmerde. Et comment tu fais l'été quand il va faire des 35 degrés extérieurs et que tu vas vouloir rafraîchir ta maison? Ah oui, non mais là tu parles de rafraîchissement, mais vu Non, que je l'ai non, mais super bien dimensionné... Il faut penser été-hiver quand tu fais Oui, une rénovation. oui, mais j'ai mis de la laine de bois avec un super déphasage, hein, et j'ai mis une double flux avec un puits canadien, Oui, oui, qui me fait un apport d'air de 14 degrés. Et par contre, tu as mis 2 belles vitrées sur le regarde, tu salon. vois. Donc tu as des apports solaires. Oui, mais j'ai des stores. Et avec la domotique que tu m'as installée... Et tu fais comment en appartement? En appartement, oui. Bon. Mais en appartement, tu fais comment pour mettre une pompe à chaleur? Tu peux? Tu mets ça sur le balcon, dis donc. Je reste au gaz. Ah, tu restes au gaz. D'accord. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je me suis fait volontairement, bien évidemment, c'était un brin d'humour, je me suis fait volontairement l'avocat du diable. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, tu as quand même une solution simple, efficace, etc. Et de l'autre côté, tu as une install à 20 000 avec un peu de SAV. Je me fais volontairement l'avocat du diable. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire chez vous. Mais ce que je veux dire, c'est que du solaire thermique, j'en ai installé dans le monde entier. Là, ça, je peux m'en vanter, même du photovoltaïque. Mais du solaire thermique qui est bien dimensionné, qui fonctionne bien, il te fait quasiment tous tes besoins en eau chaude. Enfin, tu peux avoir une petite résistance qui tourne pour que dalle. Et si tu es en basse température, avec les hivers comme on a eu, je te garantis que moi, le jour de Noël, j'aurais pu avoir 70 degrés dans le ballon. Hein. Mais si l'installateur a bien dimensionné sa PAC, tout se passe bien, mon Laurent. Oui, oui. Bah, du coup, est-ce que tu as des packs de 4 kW? Oui. Bah ça arrive. Ah. On en a des 4 kilos, ça fait 4, 6, D'accord. 8, 10, 12. D'accord. Non, mais voilà, ça fait partie des... Pourquoi je vous mets volontairement un peu les pieds dans le plat? Parce que ce que je veux faire à travers ces émissions, c'est inviter les gens à se renseigner et à réfléchir. Et aussi pas à tout prendre pour argent comptant, ce que tout le monde veut bien leur dire. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, même en tant que chauffagiste, le meilleur conseil que je dis aux gens, mettez vos ronds dans l'isolation à fond. La bonne isolation. Oui, pas fait par un mec qui va te mettre du polystyrène sur une baraque à colombage, quoi. Ça, on l'a déjà vu, ça. J'y touche même pas avec un bâton. On en est où? Domotique, est-ce qu'il y a des solutions domotiques pour améliorer sa rénovation et pour améliorer sa transition? Alors, il y a énormément de solutions qui existent, autant de solutions que d'envie client, je dirais. On a des thermostats connectés qui permettent de réguler sa température, enfin, ces émetteurs de chaleur, on les pilote. On a toute la domotique qu'on peut avoir avec les ouvrants, la gestion à distance des volets, des BSO, énormément de choses. On a le contrôle de la lumière, on a au niveau domotique, en fait, à partir du moment où on pense à quelque chose, on peut le réaliser. Il y a le seul budget, ça va être le frein. C'est le frein qui sera le budget. Le seul budget, ça va être quoi? Le seul frein sera ton budget. Ah d'accord, oui, c'est le portefeuille qui commande, comme à chaque fois. Exactement, comme d'habitude. On est tous pareils. Vous, dans le groupe là-bas, chez nos amis de chez Saint-Gobain, la tendance, elle est à quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous observez par rapport aux ventes? Je veux dire, vous avez l'impression que non, mais ça m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que vous avez l'impression que les produits un peu biosourcés arrivent. Vous avez l'impression qu'il y a toujours une demande de produits traditionnels, ou qu'est-ce que vous constatez quand même? Alors moi, ce qui est bien, c'est que je peux parler un peu de tout en toute neutralité, entre guillemets, parce que je suis en transverse, et on a à la fois l'industrie où on fabrique la laine de verre et la laine de bois, et on a la distribution qui, du coup, distribue tout. Premier sujet, oui, le biosourcé, effectivement, il y a une vague très très forte, parce que ça a forcément du sens de développer ces filières qui ont, pour la plupart, justement, de faibles impacts environnementaux. Encore faut-il le démontrer tout de même. Parce que parfois on a des surprises. Oui, et encore, il faut-il que ça rentre dans une démarche logique. Parce que si tu me dis, moi je fais tout en laine de bois, mais que le bois que tu utilises pour ta laine a traversé le monde entier à grands coups de conteneurs, ça ne m'intéresse pas, on est bien d'accord. C'est là où on parle d'analyse du cycle de vie. Donc du berceau à la tombe, et d'ailleurs nous fabricants maintenant, on doit faire ces ACV au travers des FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire,
vous avez 28 critères, dont la ligne carbone. Donc il ne faut pas s'arrêter qu'à la ligne carbone, mais c'est déjà un critère important pour mettre sur 1 mètre carré d'isolant, pouvoir essayer de se dire l'impact il est de tant de kilogrammes de CO2 pour ce mètre carré d'isolant. Ça c'est un point de repère et où en fait quand on fait ces analyses-là, ces calculs-là, on se rend compte que la plupart des isolants sont, je ne vais pas dire bas carbone, c'est quoi bas carbone, mais en tout cas l'impact est faible, que ce soit une laine de verre ou une laine de bois. Il y a très peu d'écart parce qu'il y a un côté où matière noble, pour la laine de bois, voilà, on a une usine voilà, Après, les écarts vont plus être sur les performances, sur tout ce genre de choses, quoi. En fait, c'est multicritères. C'est là où, moi, ce que je vois en tout cas qui creuse ces sujets-là, il faut parler d'acoustique, de thermique, de qualité, enfin d'impact sur la qualité de l'air, d'impact sur la pose. Voilà, il peut y avoir des poussières, etc. Puis sur la fin de vie, est-ce que c'est recyclable ou pas? Là aussi, des fois, on a des surprises parce qu'il y a des additifs dans chaque matériau, en fait, il faut le dire, dans tous, pour qu'ils tiennent 50 ans à minima. Est-ce que le particulier qui est en train de rénover et qui écoute cette émission peut se renseigner quelque part de ça? Alors, c'est un sujet complexe du moment où, en toute transparence, de partout, on voit des informations qui sont plus ou moins prouvées, mais pour tous les matériaux, alors que les informations, nous, on les a, mais il faut les communiquer encore et quel est le canal? Parce qu'on peut communiquer sur un produit quand on le fabrique, mais pour pouvoir les comparer, c'est pas à nous de le faire. Ça peut être par les distributeurs, mais il faut qu'ils aillent chercher l'information. Ça peut être par les acteurs publics, mais faut-il aussi qu'ils aillent chercher l'information là où elle est? Et c'est tellement complexe que, j'ai envie de dire, il faudrait qu'il y ait... Enfin, déjà, première chose, le message, c'est qu'il ne faut pas opposer les matériaux, parce que moi, ce que j'en vois sur tous ces critères, c'est que le matériau parfait n'existe pas, et qu'au contraire, à partir du moment où il y a une démarche vertueuse de R&D, la plupart se défendent, tant les matériaux biosourcés que les matériaux minéraux. Je peux rentrer dans le détail, mais on ne va peut-être pas l'aborder là, mais en tout cas, sur le recyclage typiquement, la laine de verre, elle est recyclée à 50% à minima. Les bouteilles de verre qu'on met au recyclage, on en fait de la laine de verre, il faut le savoir. La laine de bois, ce sont des déchets des scieries, 60 km aux alentours de l'usine. Donc la matière première est top. Après, il y a un process industriel pour chacun qui fait qu'au final, on a des caractéristiques techniques et c'est des sujets passionnants d'ailleurs. Mais il faut rentrer dans le détail. Et une fois de plus, attention aux raccourcis. Est-ce que une des premières marches à mettre en place, je m'adresse aussi à Olivier de la Fédé, qui est aussi, dans ton rôle de la Fédé, qui est aussi d'accompagner les artisans, les entreprises, les entrepreneurs. Est-ce que vous avez des démarches justement peut-être de travailler main dans la main avec les industriels, avec les fabricants, pour aller chercher? Et est-ce que ce serait pas bien ça, justement pour des gens comme vous, non mais qui nous représentez, qui représentez un petit peu la profession, est-ce que ce serait pas bien, est-ce que d'ailleurs ce serait pas à vous de faire un peu ces baromètres? À tout point de vue, je parle. À tout point de vue, et en plus peut-être de montrer du doigt, vous qui êtes normalement neutre, je pense, neutre, la Swiss, est-ce que normalement, est-ce que vous pourriez pas faire une sorte de baromètre, quitte à afficher les mauvais élèves, quitte à ce que quand on vous demande, tiens, donne-moi l'impact de tel matériau fait par telle boîte, ce soit marqué en gros, le fabricant n'a pas souhaité communiquer ses résultats. Paf! Dès lors que tu travailles sur des chantiers sérieux avec des gens sérieux, il y a nécessairement ce que tu disais tout à l'heure, des FDES qui vont littéralement classifier le matériau. Donc on ne peut pas avoir de bons ou de mauvais élèves dès lors qu'on se fixe à ça. Ce qui est important, et je pense aussi, c'est ce que tu disais, c'est le rôle des fédérations, c'est ça, c'est de former, c'est d'informer nos artisans, nos entreprises, nos PME sur ce qui existe. Alors aujourd'hui, on met en place effectivement des salons de l'innovation, en travaillant effectivement avec Saint-Gobain, en travaillant avec d'autres acteurs industriels, sur qu'est-ce qui existe en termes de nouveaux matériaux, qu'est-ce qui existe en termes de matériaux biosourcés, quelles sont les méthodes, quels sont les logiciels dont on dispose. Et avec ça, on essaie de croiser un maximum de gens. Mais je veux dire, peut-être faire une sorte de barème synthétique. Tu vois ce que je veux dire? Vous pourriez pas nous faire ça, là? Nous faire un fichier avec 3000 références classées par ordre alphabétique, GR120, 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 la ligne, elle est là. Et là, tu as toutes les infos. On peut lister tous les matériaux qui existent, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, c'est dès lors qu'on va mélanger deux matériaux, dès lors qu'on va trouver une solution mixte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir un mur en béton ou en brique ou en pierre, on va avoir un isolant en placo, enfin un isolant en polystyrène, un isolant en laine de roche, en laine de verre. Voilà, c'est le mix de tout ça qu'il faut regarder indépendamment de chaque matériau. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens de qualité derrière
C'est ce qu'on se disait à l'instant avec Aldo. En fait, je pense que la bonne démarche, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est du bon sens avant tout, c'est de s'adresser à des artisans ou à des entreprises qui sont reconnues, c'est-à-dire dont on est allé vérifier des références, pas des guignols comme on en croise de temps en temps malheureusement. Il faut faire ça, il faut faire ce travail de vérification de références, que ce soit pour les artisans ou les PME. Il faut faire confiance aux gens qui sont là depuis plusieurs années, qui ont prouvé qu'ils savaient faire du bon boulot, qui se tiennent à la page sur les nouveaux matériaux, qui viennent nous voir, quel que soit le syndicat, qui viennent nous voir pour se renseigner sur ce qui existe. Il faut faire confiance aux groupements d'artisans, ça existe, on en découvre de partout. Nous, sur les territoires, moi, en Haute-Savoie, j'en ai plein, j'ai Métamorphose, j'ai plein de groupements d'artisans qui sont là pour dire, ben voilà, on travaille ensemble, on prend un maître d'œuvre commun qui va gérer la réno, et puis nous, derrière, on va amener notre savoir-faire, on va amener notre patte sur une vision d'ensemble. Et je crois que le plus important, c'est ça, en fait. Je peux rebondir sur ça? Oui, bien sûr. Les groupements d'entreprises et d'artisans, un point clé pour bien faire une rénovation. Et c'est vrai que c'est compliqué. J'en parle en connaissance de cause, de par mon ancien job au cluster éco-bâtiment. J'ai accompagné 20 groupements il y a une dizaine d'années et c'était le plus complexe d'ailleurs, c'était non pas les questions juridiques, est-ce qu'on crée une SARL ou autre, voilà. C'était, ça arrivait enfin en fait. C'était, on est 2, 3, 4, 5, 6 chefs d'entreprise, chacun avec notre vision. On veut finalement partager pour être capable d'accéder à un marché auquel on ne peut pas accéder tout seul d'ailleurs et faire du bon boulot. Et ben, le problème principal, c'était de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire et de s'organiser pour prévoir et crever en amont les abcès de ce qui va se passer demain quand sur le chantier il y aura un problème. Parce que forcément, ça arrive. Et ceux qui ont réussi, il y en a de beaux exemples, hein, comme FI Reno, qui est à Rouen là, depuis 2010, et ben, 5 belles entreprises de 5 à 40 salariés, complémentaires les uns des autres, ils font, alors c'est une petite partie de leur activité, d'ailleurs ils font ça finalement pour faire du bon boulot et se faire plaisir, au-delà de ce qu'ils font dans le cadre de leur activité personnelle. Et ça marche super bien. Et c'est du bon boulot. Voilà. Et ça, c'est important de le dire que ça devrait être développé. C'est pas facile par contre. Avec le matériau au bon endroit. Je vais faire la pub un petit peu pour la Fédé parce que c'est des choses qu'on met en place. Il existe aujourd'hui dans notre fédération des bâti meetings, c'est-à-dire exactement, c'est des dates. Enfin, c'est littéralement comme l'aspect amoureux, mais vous enlevez les sentiments. Les gens... Tu commençais à me faire flipper. Non, je suis pour la paix des ménages. Laurent, tu me regardais dans les torves. Alors, non, tout de suite, je voyais que ton œil brillait. C'est purement technique. Mais simplement, les gens se rencontrent, on fait rencontrer des centaines d'artisans et d'entrepreneurs qui se connaissent, qui apprennent à travailler ensemble. Ça génère derrière beaucoup de business et de gens qui arrivent à travailler ensemble. L'essentiel, c'est de bien s'entendre dans ces groupements, c'est d'être à peu près tous sur la même longueur d'onde parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le bon matériau au bon endroit. J'ai encore un exemple en tête, on l'a fait nous, alors sur un chantier un peu de grosse taille, mais, et pourtant je suis maçon. Mais sur un chantier, on a défini, on est en groupement avec des charpentiers, on a dit, non, là, ces 2 niveaux-là, on va les faire en bois, on ne va pas les faire en béton, parce que ça a plus de sens en termes de descente de charge. Enfin, à plein de niveaux, ça avait du sens. Donc nous, on a dit, non, on fait moins de béton, plus de bois. En fait, l'idée, c'est de trouver la bonne solution, le bon mix au bon endroit. C'est un petit peu les problématiques qu'on a encore sur le salon aujourd'hui, bipositif de mobilité. Et voilà, c'est un mix énergétique pour la mobilité, y compris la nôtre, hein, nos entreprises et les artisans. La mobilité demain, c'est un mix énergétique. Là, c'est pareil, mais au niveau des matériaux qu'on met en place sur le bâtiment. Mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus sur le fait que sur le fait que tout ne peut pas se résumer encore une fois à une fiche technique et sur le fait que il y a pas vraiment de bons et de... Enfin, il y a des matériaux qui sont certes plus vertueux que d'autres, mais on va dire il n'y a pas en tout cas de mauvais matériaux, il n'y a que des mauvaises applications. Aujourd'hui, on le voit souvent, nous, parce que comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu en off, on a la chance de rencontrer, nous, de par notre métier, un petit peu l'ensemble de la chaîne. Donc en gros, ça va du client final jusqu'au fabricant, hein, avec les distributeurs, etc. Et on se rencontre également quand on discute avec beaucoup de fabricants. En ce moment, on discute par exemple beaucoup avec des chauffagistes, des fabricants, pompes à chaleur, etc. Quand on arrive à récupérer un petit peu du statistique ou du truc comme ça en SAV, etc., plus de 90% des problèmes sont liés à des défauts d'installation et non à des défauts de matériel. Aldo, tu peux peut-être confirmer? Ouais, en fin de compte, il n'y a pas de mauvais produits, on va dire. Voilà, il y a peu... Il n'y a que des mauvais poseurs. Disons que plus ça va, plus la technique s'améliore. Et malheureusement, plus ça va, plus de par tous les systèmes qui sont mis en place, bons ou mauvais, c'était le débat d'hier, on ne va pas rentrer dedans, mais les aides, etc., attirent peut-être une certaine forme d'installateur un peu opportuniste, qui fait qu'on se retrouve avec des gros problèmes, et pour lesquels
des fois, le client, des fois, fait un peu le raccourci en disant « Ouais, j'ai mis du solaire, c'est de la merde. » Non, le solaire, c'est super bien. Le problème, c'est pas le solaire, le problème, c'est le mec qui vous l'a posé. Donc, est-ce que ça, vous aussi, toi, tu le constates sur les moi, chantiers? c'est un chantier par semaine comme ça de problèmes sur les pompes à chaleur. Ouais. Le problème, c'est que les gens, il faut bien leur dire, ils ont des petits artisans locaux, Mm. ils ont des petites entreprises ou des grosses entreprises. Le truc, il faut qu'ils leur fassent confiance. On ne fait pas venir un mec de 300 km pour installer sa pompe à chaleur. Le mec, vous allez le rappeler, il ne reviendra jamais. Lui, ce qu'il a fait, il a vendu. Moi, je vais arriver sur l'installation, je vais dire non, je ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'après, c'est moi qui vais être responsable de l'installation. Ouais. Donc, arrivé à un moment, les gens, il faut qu'ils soient raisonnables. Il faut qu'ils prennent des entreprises locales et ils se préserveront de tout problème, quoi. Je suis assez d'accord. Et puis, le fait de prendre aussi des entreprises locales, ça permet d'avoir ce qu'on appelle dans la profession pignon sur rue. Parce que l'entrepreneur local, eh ben, c'est lui qui a peut-être fait chez le voisin ou chez le fils de la coiffeuse ou quoi que ce soit. Et comme on en parlait hier, c'est le gars qu'on va trouver au bal du foot, au loto de, j'en sais rien, de la kermesse de l'école, etc. Et donc, c'est un gars qui aura plus de mal à se planquer derrière un pot de fleurs quand on va le croiser dans la rue en allant chercher le pain. Mon premier patron disait « La bonne réputation prend l'escalier, la mauvaise prend l'ascenseur ». Eh ben, un petit artisan local, ça pardonne pas. Alors que c'est vrai que c'est sûr et certain que s'il y a des gens aujourd'hui qui rénovent et qui nous écoutent, c'est sûr et certain que mécaniquement, vous prenez plus de risques à travailler avec une entreprise qui a traversé la moitié de la France pour venir faire votre install. Vous aurez peut-être économisé 1500 balles, mais quand vous allez rappeler le mec, comme dit Aldo, soit ce sera aux abonnés absents, au mieux, il aura déposé le bilan et il sera reparti dans le canapé convertible. Sera peut-être reconverti et au pire il sera en train de faire un chantier 300 bornes dans l'autre sens, quoi. Donc ça peut être aussi un bon conseil à donner. Et puis à l'heure où on parle de RE 2020, de réglementation environnementale 2020, à cette heure-ci aujourd'hui, il faut arrêter de faire venir des gens qui parcourent 500, 600, 800 km. Sur le plan du carbone, ça n'a juste aucun sens. Mais typiquement, c'est ce que tu disais, faire confiance à l'entrepreneur local, à l'artisan local ou à l'entrepreneur local. Il y a de grandes chances que l'entrepreneur il sponsorise son club de foot, le club de basket où est ton gamin. Le gars, il ne va pas faire de travers, c'est impossible. C'est impossible, il n'a pas le droit. Et cet entrepreneur local, il pourra aussi te conseiller d'autres entrepreneurs auxquels il a entièrement confiance. Parce que le bouche à oreille, il existe entre clients, entre particuliers, mais le bouche à oreille, c'est aussi le contact que moi, électricien, je vais pouvoir donner sur un plaquiste ou un peintre. Parce que c'est des gars avec qui je bosse depuis 15 ans. Vous parliez des groupements tout à l'heure, je voulais intervenir, mais le groupement d'artisans, il peut se faire aussi naturellement en fonction des épreuves de vie qu'on a tous traversées. Et on a des affinités avec certaines personnes, certains gars, et on peut les conseiller, et on peut Moi, il y a une dizaine d'artisans, je leur laisse ma maison, il n'y a aucun problème, et je les inviterai à aller chez toutes les personnes de ma famille, parce que j'ai une confiance aveugle en eux. Et je sais qu'ils feront jamais du boulot de merde. Parce que moi, je m'astreins à ne pas en faire. Et c'est le contrat qu'on a entre nous, quoi. Un boulot de merde, c'est interdit. D'autant plus que là aussi, entre artisans, quand vous avez un bon artisan à la base et que vous lui demandez conseil sur d'autres corps de métier, son dernier intérêt, c'est de vous conseiller un mauvais. Parce que là, vous allez le recroiser. Alors, le plaquiste que tu m'as conseillé, foi nom de Dieu, ce guignol, il est même pas venu quand... Eh ben, c'est fini. Il est grillé. Le gars va se dire, ok, lui déjà, blacklisté, je ne le conseille plus jamais. Donc je pense que ça peut être quelque chose de bien. J'avais une question aussi tout à l'heure, tu parlais beaucoup de groupements, donc vous êtes la fédération, donc on peut cotiser chez vous en tant qu'artisan, etc., etc. Est-ce qu'un particulier qui nous écoute peut appeler la fédération de son département ou vos collègues, amis, etc., ou des groupements un petit peu... comme ça, pour peut-être être conseillé, parce que vous, les bonnes combines, vous les connaissez. C'est pareil, je pense que ça, c'est peut-être un bon conseil à donner aussi aux clients, peut-être qu'ils peuvent peut-être aussi appeler les distributeurs, les négoces de leur village, qui vont peut-être dire, lui, tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème, etc. Ça, c'est un service que vous rendez aussi ou pas? Ça fonctionne après par département, mais on a aujourd'hui des outils informatiques, des sites internet sur lesquels tu as des cartos des adhérents de la fédération.
On retrouve ça par métier. Donc voilà, ça peut être une des clés d'entrée que tu proposes. Moi, j'ai envie aussi de terminer un petit peu ce débat pour aider les gens à rénover, parce qu'après, on ne va pas rentrer dans la couleur du papier peint, etc., parce que pour moi, ça n'a moins d'importance. Ça aussi, ça pourrait être d'ailleurs un bon conseil, hein. Mettez vos ronds dans la partie technique et vos portes de placard vert pomme, vous les ferez dans 2 ans, quoi. Ça n'a beaucoup moins d'importance. Mais j'ai envie de vous poser une dernière question, si on faisait un petit tour de table. On commence par Michael. Les artisans, ces professions, tous ces gars de métier à qui on pense et qu'on connaît, qu'on rencontre tous les jours, le mec qui mange son casse-croûte dans sa voiture, le cul posé sur sa glacière et qui est vraiment au contact du client, est-ce que c'est pas un peu le moment, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans une période où il faudrait qu'il y ait peut-être, je relance un pavé dans la mare et je me refais l'avocat du diable, peut-être une sorte de artisan advisor. Est-ce que ce serait pas le moment qu'il y ait une plateforme qui regroupe les artisans et que les artisans soient notés avec un droit de réponse, etc. Est-ce que ça ferait pas un peu de ménage? C'est un sujet délicat, hein. Sur le principe, l'idée est bonne évidemment, mais on sait ce que ça, voilà, la crainte qu'il peut y avoir derrière, parce que les commentaires des fois des gens médisants peuvent le faire, on le voit sur des plateformes. Donc moi je suis comme toi, je saurais dire sur le principe oui. Après attention aux dérives. Mais une fois de plus, il y a d'autres garanties. Ça peut être de passer par du bouche à oreille déjà, du local comme tu l'as dit. D'accord. Je pense que ça peut être très largement suffisant sans devoir aller jusque-là, même si... Moi, je pense que les deux sont pas incompatibles. Ouais, C'est-à-dire, mais- bien évidemment, on conseillera toujours le bouche à oreille avant tout. Mais ce que je veux dire, l'avis ici, il passe par une plateforme qui est contrôlée. C'est-à-dire, Ouais. monsieur, vous venez de mettre un avis, une note en dessous de 3 étoiles. Votre avis ne sera pas validé tant que vous ne nous aurez pas envoyé le devis signé qui prouve que vous avez travaillé avec cet artisan, la facture, tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, ok, on publie votre avis et bien sûr l'artisan a un droit de réponse. Ce que je veux dire, peut-être très encadré, hein. J'ai bien conscience de toutes ces dérives, hein. Laurent, on est déjà contrôlé par certains organismes. Moi, comme je disais hier, on en a encore parlé 1 heure hier soir. Moi, je suis RGE. Je voudrais que quand je suis audité, il y ait une partie sur le technique, une partie sur le visuel. Quand je vois des installations qui sont raccordées avec des flexibles dans tous les sens, putain, ça me fait honte par rapport à mon métier, quoi. Oui, bah oui, oui. Mais, Voilà. mais c'est là que peut-être que s'il y avait un fichier où il y avait 4-5 notes, qualité 2, machin 3, et ben soit le gars il Mais je changerait de pense- métier, ou Je soit le gars pense que- peut-être alors je il sais pas si c'est s'améliorerait. possible au niveau de la Fédé et d'autres organismes. Arrivé à un moment, il faut taper le poing sur la table et leur dire les gars, il faut que ça marche comme ça et c'est pas autrement, quoi. Les gars, il y a des boîtes qui ont déjà fait ce cheminement. À Grenoble, je vais citer, je ne sais pas si on peut le citer. Bien sûr, on peut Il y a, citer il tout y a ce qu'on veut. le réseau Bilic. C'est une boîte. Alors, je ne suis pas du tout chez Bilic, hein. Ouais. Moi, je suis nulle part d'ailleurs. Même Mais, pas 2-3 actions, rien. Non, rien, pas d'action. Rien. D'ailleurs, si Bilic pense à moi. Donc, non, il y a le réseau Bilic, par exemple, que je connais au travers de divers collègues artisans qui y sont, des paysagistes, des chauffagistes, des maçons, des peintres. Le réseau Bilic, c'est tout simple. On parlait tout à l'heure. C'est une entreprise qui a au départ inscrit des artisans pour leur faire une publicité et pour rassurer les clients. En fait, chaque client va regarder sur Bilic les notes, les chantiers, les appréciations clients. Et comme tu le disais, quand effectivement il y a des appréciations négatives, la directrice de Bilic à Grenoble, elle prend le téléphone, elle appelle les clients, elle demande les tarifs, elle demande pourquoi, et l'artisan doit justifier. On a le droit, sur ce réseau-là, de faire une boulette. On a le droit. Ça peut arriver, on était moins bon ce jour-là. Par contre, on n'a pas le droit d'en faire deux. Et je sais que le réseau Bilic, sur les mauvais artisans, il les vire. Même si c'est des artisans qui payent leur inscription. Mais si tu veux, on a déjà des organismes qui nous contrôlent. Moi, je pense qu'on est allègrement contrôlé. Oui, non, mais d'accord. C'est pas pour nous contrôler, c'est pour rassurer les clients. Moi, L'idée, c'est que le client, il va soit à la Fédé du bâtiment, soit là, à Grenoble, ça a pignon sur rue, c'est très connu. Les gens à Grenoble, ils cliquent Bilic, ils regardent l'artisan, tiens, il me faut lui, et ils y vont en toute confiance. Ouais, mais si Quand tu ils veux, ne moi, j'ai connaissent pas un d'artisan site dans leur internet, réseau. par exemple, je fais un chantier, je demande impérativement un avis à mes clients. Ils me notent sur mon site, et voilà, quoi. Le truc, c'est qu'on a des organismes qui nous contrôlent. Comment veux-tu que tu te fasses contrôler? Le mec, il est RGE comme toi, mais moi, je dis que je ne fais pas le même métier que ces gens-là.
Eux, c'est des poseurs de flexibles. Moi, j'ai dimensionné, j'ai fait le boulot dans les règles de l'art. Moi, ça ne me pose pas de problème d'être contrôlé. Ce qui me pose un problème, c'est que les mecs soient RGE comme moi et qu'ils fassent du boulot de sagouin. Ok, donc bon, moi, de toute façon, tu connais ma position sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire 100% d'accord. Mais ma question était la suivante, pour clôturer l'émission, c'était plus ou moins pour ou contre. Donc toi, j'ai compris, Mickaël, que tu étais plutôt pas trop chaud, tu sais pas trop. Ni pour ni contre, parce que c'est une bonne idée, mais une fois de plus, attention au travers, comme pour beaucoup de choses. On est d'accord. Ta réponse ? Ma réponse, une bonne rénovation, c'est une rénovation hors de hors d'air. Après, à partir de là, on choisit l'artisan auquel on a confiance, par quel réseau que ce soit. Ok, très bien. Moi, je vais quand même répondre à ma propre question. Moi, je pense que je serais pour à 100%, parce que je pense que notre profession est belle, elle est magnifique, mais elle a besoin d'un grand ménage. Donc, et c'est un artisan moi, j'ai passé toute ma vie sur les chantiers, c'est moi qui vous dis ça, quoi. Et je serais pour, par contre, de manière ultra encadrée. C'est-à-dire, voilà, pas de question que ce soit le concurrent qui vienne te mettre un message en disant « Ouais, Dédé, il fait de la merde. » Voilà. Oh, qui finance. Saint-Gobain, vous avez un peu de thunes. Là, on viendra vous voir quand on montera un site comme ça. Donc, moi, je pense que ça peut être cofinancé largement. Il n'y a pas besoin d'avoir 2000 personnes qui travaillent derrière un site comme ça. Une petite start-up française. Regarde, là, on a des jeunes de partout qui nous regardent dans le public. Voilà, ce soir, ils vont sur YouTube. Comment faire un site internet pour les nuls. Ils se lancent là-dedans et puis ils s'encadrent et ils nous sortent un super projet avec des moyens de vérification sûrs, clairs, nets, précis, incontestables. Et à partir de là, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et je pense que tous les mecs qui vont coller du putain de polystyrène graffité sur les maisons à colombage, eh ben, ils vont pas durer longtemps parce que la note, ce sera 0,2. Les commentaires, ce sera ce mec qui m'a fait de la merde. Et ça va être vite trié. Donc voilà mon avis. Aldo, toi, Moi, être noté, ça ne me dérange pas du tout, parce que quand on voit ce qu'on voit, c'est une catastrophe. Quoi. Notre profession, concrètement, c'est pas se protéger des margoulins. Donc toi, tu es plutôt pour. Ah ouais, moi, d'être noté, ça me pose aucun problème. Ok. Alors, Olivier. Pas franchement pour déjà, pas complètement contre dans le principe, parce que comme tu disais Aldo, de toute façon, on a déjà des organismes qui existent et qui notent entre guillemets, mais ça revient à la même chose, que ce soit un organisme professionnel comme Calibat ou comme RGE qui vient et qui note une entreprise ou un artisan, ça revient à avoir un avis de client, mais un petit peu plus éclairé. Je pense qu'effectivement, il va falloir par contre revoir un petit peu le système. Ouais. Je suis d'accord avec toi Aldo, sur le principe, il va falloir y revenir, et alors soit durcir un petit peu le truc pour faire le ménage comme tu disais, mais en tout cas revenir à quelque chose de plus sain. Ouais, je suis d'accord. Moi, je finirai cette magnifique table ronde absolument géniale. Hein. Bon, on a mis la barre haute, faut le dire. Non, mais en tout cas, je pense que je pense que j'ai mis mes chaussures taille basse, t'as vu ? Donc, non, mais je pense que on a pu en tout cas donner des conseils, inspirer un petit peu des gens à faire du bon boulot. Je pense que on a encore une fois, je le dis, je l'ai dit plusieurs fois dans ces 2-3 tables rondes qu'on a fait là. Je pense qu'on a un beau métier, on a une belle profession. Et là, je m'adresse vraiment à Olivier et à toute la corporation que tu représentes, au-delà de ton travail de chef d'entreprise. Je pense que l'artisanat a besoin d'aide. Et je pense que des institutions comme vous pouvez nous aider, mais il faut le faire un peu à l'ancienne, à mon avis, c'est-à-dire de manière proactive. Et personnellement, en tant qu'artisan, et je dis ça en toute bienveillance parce que tu me connais, tu me connais un peu, tu sais que je me bats tous les jours pour défendre ces métiers. Ce genre d'organisme, j'aimerais qu'il m'appelle pour autre chose que me vendre de la formation. Parce que le jour où je veux une formation, c'est pas vous que je vais appeler. Par contre, ce que j'attends de vous, c'est que vous veniez le matin, peut-être avec une poignée de croissants, faire le tour de vos adhérents en disant « Alors, comment ça va ? Quels sont les problèmes que tu rencontres ?» Que quand le gouvernement nous pond un RGE ou un je sais pas trop quoi, que vous fassiez peut-être un petit truc « Attends, comment ça va se faire ?» etc. Parce que j'ai l'impression que plus on avance en tant qu'artisan, il y a plein de décisions qui se prennent, les RE, les RT, les machins, les patatis, et qu'à chaque fois, tout le monde décide, sauf les artisans. C'est-à-dire qu'on n'est plus consulté pour rien. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si ça continue, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, ce que j'ai pas envie,
j'ai peur que si ça continue et que si on ne se bat pas pour nos métiers, j'ai peur que tout ça, ça finisse un petit peu comme nos amis que j'adore et que je salue, et j'en connais beaucoup, je peux te dire, j'en ai dans la famille, comme nos amis agriculteurs, qui aujourd'hui sont un peu sous perf à coup de subvention. Et moi, j'ai pas envie que l'artisanat se résume à ce qu'on devienne tous des poseurs de cuisine Ikea, quoi. Donc battons-nous pour nos métiers, et pour ça, on a besoin d'aide. Bien sûr, alors on a besoin d'aide à la fois au national, j'allais dire il faut que ce soit plusieurs étages. Il y a des sujets en termes de normes, il y a des combats qu'on ne peut pas mener si on ne se trouve pas à Paris, c'est comme ça. Et c'est un peu les principes des différentes fédérations, quelles qu'elles soient. Et il faut que ces fédérations ruissellent jusque dans les territoires, jusqu'au département, parce qu'après, c'est juste de la proximité. En fait, c'est aller voir les gens régulièrement. Ça, on le fait. Je t'invite cordialement, Laurent, à venir en Haute-Savoie. On fait les duos du BTP dans un mois. Typiquement, est-ce qu'il y aura de la fondue? Parce que moi, c'est un peu mon péché mignon. on peut faire une option fondue. Ah ouais, je veux une Mais option fondue. si tu connais pas les duos en Savoie, il faut venir goûter, c'est fantastique. Je connais la Haute-Savoie. Donc voilà, l'idée c'est de créer un peu de sympathie, des moments chauds où les gens se croisent. Et c'est là aussi où il y a des prises de température qui se font, des prises d'infos parce qu'on note tout et il faut qu'on fasse une synthèse de tout ça et qu'on remonte tout ça. Donc c'est vraiment des travaux de fond, mais qui existent encore aujourd'hui, ouais, bien sûr. Et puis, je terminerai juste là-dessus. Je suis d'accord avec toi, c'est un métier qui est extraordinaire. On a besoin de jeunes dans ce métier, on a besoin de changer l'image que la plupart de nos concitoyens ont de nos métiers. Nous, on est un petit peu pauvres là-dessus dans la démarche. Des gens comme toi font le boulot, il faut le multiplier, il faut qu'on fasse connaître ce qui se passe vraiment sur les chantiers, à quel point c'est un beau métier et à quel point on ne ferait pas autre chose, c'est pas possible. Donc on a besoin de jeunes demain, on a besoin d'attirer là-dessus, de redonner confiance dans nos métiers, et ça, il y a un vrai travail là-dessus à faire. Je pense qu'il faut qu'on va demain. Pour moi, le bâtiment, c'est vraiment le plus vieux métier d'avenir. Donc c'est vrai qu'on forme beaucoup d'apprentis, mais là aussi, il faudrait faire bouger un peu les choses. On leur demande de faire des pièces, etc. Le niveau a énormément baissé. Le truc, c'est que moi, je m'occupe de l'apprentissage, j'adore l'apprentissage. J'ai été pendant 14 ans formateur en génie climatique. Ça me fait mal au ventre quand Laurent a passé son BP il y a quelques années, il y a 2 ans. Maintenant, quand on voit ce qu'on leur demande, il y a un réel problème, quoi. Et c'est à nous, comme je disais, nous les artisans, il faut qu'on aille corriger, il faut qu'on aille mettre notre ghetto. Il faut faire hyper attention parce que le niveau baisse énormément. En fait, moi, ce qui m'embête toujours un peu, c'est qu'à chaque fois qu'on commence une émission, on finit sur autre chose et qu'on pourrait en faire 10 à la suite et qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Donc, il faut qu'on se donne rendez-vous là-dessus pour parler aussi de l'apprentissage, etc. Mais c'est vrai que pour terminer sur la note que disait Aldo, Aldo et Olivier et tout le monde, parce que vous aussi, en tant que groupe Saint-Gobain qui avait un poids quand même conséquent sur les décisions, vous pouvez aussi appuyer de temps en temps à 2-3 endroits en disant hé là les gars, ok, nous on est là pour vendre parce qu'on est un industriel, mais il y a 2-3 trucs quand même là, ça il faut quand même, etc. quoi. On est là pour vendre, mais surtout pour que le matériau soit bien posé. On est bien quand il y a des d'accord, pathologies, là on relance un exactement. sujet, mais quand il y a des pathologies, quand on dit ta plaque de plâtre, ton isolant, il moisit, non, problème soit de ventilation, soit de conception, soit on de est d'accord, cause. mais c'est pour ça mais on est main dans la main clairement, et justement Voilà, c'est ça c'est ce que l'intérêt, j'allais c'est dire. qu'il y a des clubs d'ailleurs, Club Placo par exemple, où on accompagne, on forme, on lance les chantiers, et c'est main dans la main avec des gens qu'on sait sérieux, et qui vont bien bosser, mais qui ont parfois encore besoin de nous parce qu'il y a une nouveauté, une innovation. on est d'accord, mais c'est Voilà. pour ça qu'il faut former, etc. Voilà. Parce Et via que- la distribution aussi, quand ils passent chez Point P ou autre, Ah, mais on est d'accord. Voilà, il y a de l'accompagnement et c'est indispensable. D'ailleurs, et là, comme tu le dis, on voit d'ailleurs ceux qui sont plus ou moins sérieux, qui viennent juste pour prendre le matériau, ou ceux qui On est bien d'accord. discutent et On qui est disent bien tiens, d'accord. j'ai une problématique, est-ce que tu peux m'aider, oui ou non? Et puis on est main dans la main, mais c'est un travail d'équipe. Mais c'est pour ça que c'est la qualité du travail et de l'artisan à la base est absolument fondamentale parce que de toute façon, l'artisan est à la base et découle sur toute la chaîne. Vous n'avez pas envie que vos produits soient mal posés. Vous n'avez pas envie que vos adhérents soient des guignols. Aldo, il n'a pas envie d'être comparé à un mec qui pose tout à grands coups de flexible, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que pour faire ça, valorisons nos métiers, mais ça doit passer en fait par l'ensemble de la chaîne. Ça doit passer par l'ensemble de la chaîne. Et petit message à nos clients, continuez de faire confiance à vos artisans locaux. Voilà, locaux. Merci messieurs, c'était vachement bien. Hein, voilà, on mettra tous vos petits liens dans la description.
Et puis, comme d'habitude, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur Radio Bichon, puisque Bichon TV a aussi un podcast, qui est d'ailleurs dans le top 5 France, hein, je pense, de sa catégorie. Très très bien. Et pour le retrouver, c'est facile, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Radio Bichon, et paf, vous verrez, il y en a des centaines qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Merci à tous, bonne soirée. Et puis voilà, ça va être l'heure d'aller rejoindre Olivier sur son stand pour boire un coup. Hein? Allez, c'est parti. Merci on rend l'antenne. Et merci.